Bonjour, salam alaikum. Lors de cette deuxième séance audio, on va essayer d'approfondir les idées concernant les théories anciennes et les théories contemporaines à propos de la thématique de la famille. On va commencer alors par Morgan et Frederick Engels. Comment les deux ont expliqué alors la relation entre la famille et la société. Alors pour Morgan, le développement de la technique et de l'économie joue sur la forme et le sens de la famille. Précisons que du début, c'est le commerce sexuel sans entrave qui prédomine, c'est-à-dire chaque homme appartient à chaque femme et inversement. Mais il faut noter en parallèle que ce commerce sexuel sans règles n'a pas abouti forcément à un désordre complet, puisqu'il existait des unions individuelles temporaires. Mais à partir de là, des formes différentes de familles vont apparaître. Donc pour Louis Henry Morgan surtout, il a distingué entre trois types de familles dans ce cadre. Le premier type, c'est la famille consanguine, la Damawiya, où règne encore la promiscuité sexuelle, l'irtilat al-jinsi, entre frères et sœurs, mais où parents et enfants sont exclus du commerce sexuel réciproque. Et ensuite, le deuxième type, c'est la famille punalienne, c'est-à-dire la famille qui correspond au mariage polygame, avec les femmes des frères et réciproquement avec les sœurs des maris. Donc on est face, avec ce deuxième type de famille, on est face à une famille et à des mariages polygames. Dans cette famille, l'interdiction du commerce sexuel s'étendit aux frères et aux sœurs. Donc c'est le début de la réglementation, si vous voulez, ou bien la réglementation de la famille se développe de plus en plus. Et puis le troisième type de la famille, toujours définie par Louis Henry Morgan, c'est la famille syndiasmique. Qu'est-ce qu'on entend alors par ce type de famille? Donc c'est là où l'homme vit avec une seule femme, bien que la polygamie et l'infidélité occasionnelle soient un droit pour l'homme. Donc avec la famille syndiasmique, l'homme se marie avec une seule femme et la femme se marie avec un seul homme. Donc c'est le commencement, c'est le début c'est la fin de c'est le début de la fin de la polygamie. Et cette dernière forme du mariage fut à l'origine des mariages monogames du monde moderne. Donc c'est avec ce type de famille, c'est-à-dire la famille syndiasmique, on parle aujourd'hui, c'est la source ou bien c'est l'origine aujourd'hui de notre mariage monogame, ou bien de la monogamie de la société moderne. Donc c'est l'origine de la monogamie de la société moderne. En néolithique, qui débute vers 8500 ans avant Jésus-Christ, l'humanité a connu la première révolution industrielle, dont la caractéristique principale était l'invention de l'agriculture et de l'élevage par la femme. Donc, c'est une période clé de l'évolution de la société humaine bien entendu. Donc, cette période qui débute vers 8500 ans avant Jésus-Christ était alors une période, si vous voulez, orientée par la femme et plus particulièrement par l'invention de l'agriculture et de l'élevage par la femme. Mais au cours de cette première révolution, l'agriculture, limitée à la culture des céréales, sur de petites surfaces, était le monopole des femmes.
tandis que les hommes pratiquaient les activités de chasse et de cueillette. Donc on est en quelque sorte face à une division sexuelle du travail, c'est-à-dire une division des tâches entre les hommes et les femmes. Et la préparation et la conservation des nourritures à base de céréales demandent aux femmes l'ouvrage, la production, si vous voulez, de récipients susceptibles de résister à la chaleur et de garder les liquides. Et dans ce cadre, l'invention de la poterie fut généralement l'œuvre du femme. Donc, c'est toujours cette période se caractérise aussi par l'invention de la poterie qui a été donc une œuvre de femme. En même temps apparaît alors la filature et le tissage. Également, les deux tâches, ou bien les deux missions, les deux métiers, si vous voulez, au sens actuel du terme, étaient exercés, ou bien étaient alors le métier du femme. Et avec ces activités, l'humanité réalise une prodigieuse accumulation d'expérience et d'innovation. Et de là, la femme et le matriarcat donc, sont liés à cette période-là. Donc, il émane, si vous voulez, autrement dit, le matriarcat et le pouvoir de la femme émanent de cette période-là. Et elles font, donc la femme et le matriarcat, font ou bien constituent le fil conducteur de la logique sociale pendant cette période-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'an 6000 et 3000 avant Jésus-Christ? Alors cette période-là se produisait, d'après l'archéologue australien Gordon Childe, dans son ouvrage La naissance de la civilisation, la seconde révolution industrielle du néolithique, et qui fut avant tout une œuvre des hommes. Donc, on est passé du pouvoir de la femme à un autre pouvoir, cette fois-ci, nouveau, c'est le pouvoir de l'homme. Donc, ce qui a caractérisé cette période, c'est l'utilisation de la force, du bœuf, du vent, de la charrue. Donc, c'est la transformation, si vous voulez, de l'énergie en faveur de l'homme, de la roue aussi, et du bateau à voile. La connaissance des propriétés physiques des métaux et des opérations chimiques conditionnant la fusion du minerai, du cuivre, l'invention d'un calendrier solaire exact, de l'architecture et des mathématiques appliquées, etc. Donc ce sont des inventions guidées ou bien orientées par l'homme principalement. Donc ce sont des innovations liées à l'homme. Quels étaient alors les résultats de cette révolution? Donc parmi les résultats, bien évidemment, c'est l'homme qui est à la source d'innovations métallurgiques. Et donc, il va remplacer par cette innovation-là, ou bien par ces innovations, il va remplacer la femme comme agent de la production agricole. Donc, cette fois-ci, la grande surface agricole succéda au lopin de terrain, c'est-à-dire les grandes surfaces vont remplacer les petites surfaces qui étaient auparavant, donc sous la direction et sous le monopole de la femme. Et donc la parenté, parmi toujours les résultats, la parenté devint patrilinéaire. Donc auparavant, la parenté était matrilinéaire, mais cette fois-ci, dans cette période-là, la parenté devint patrilinéaire. Et le statut de la femme déclina, aussi bien que les symboles qui symbolisent cette force ou bien ce pouvoir de la femme, tels que la déesse mère, donc qui symbolise et qui représente le pouvoir de cette domination de la femme, qui n'est qu'une domination sociale. Donc, lorsque la femme dominait pendant la première révolution industrielle, donc les symboles étaient féminins. Et
contrairement, lorsque le pouvoir donc se renverse en faveur de l'homme, donc les symboles, bien entendu, vont être en faveur de l'homme et en faveur de son pouvoir. Et donc, on va vivre une apparition de statues à représentation masculine, tel que le phallus. Donc, le phallus qui va être un symbole symbolisant alors le pouvoir de l'homme, à l'instar d'un ensemble de divinités masculines, Uluhiyat, al-Taba al-Dukuri. Donc cette période-là va être témoin alors, va constituer donc un témoin de l'affaiblissement progressif des bases idéologiques du matriarcat. Donc c'est en faveur, bien entendu, d'un patriarcat. Et le ti qui symbolise principalement ce passage, c'est la ou, la ou, ça se prononce ou avec un H, la ou, c'est-à-dire une pioche, si vous voulez, c'est le fas, une pioche à lame assez large dont on se sert pour travailler la terre et qui était maniée par la femme. Donc cet outil-là va être remplacé ou bien sera remplacé par la charrue, le mihrat. Et donc la charrue, ça sert alors à travailler de surface, donc ou bien à cultiver des champs de surface plus vastes. Voilà donc l'outil, en quelque sorte, et le développement, qu'il soit technologique ou bien le développement économique en général, donc ça va, au sens de Henry Morgan, ça nous aide alors à comprendre les transformations sociales et dans notre cas ici, les transformations qui vont traverser, bien entendu, l'institution sociale qui est la famille. Et Engels a adopté pour l'essentiel le schéma de Morgan sur l'évolution de la famille. Il a trouvé insuffisantes les explications économiques de Morgan et il les a entièrement transformées. Engels est surtout célèbre pour son analyse de la famille monogamique et des relations existantes entre famille monogamique et propriété privée. Donc il va enrichir en quelque sorte les explications données par Lewis Henry Morgan. Donc la propriété privée, ou bien l'accumulation du capital, si vous voulez, va apporter donc plus d'explications, ou bien va nous apporter plus d'idées concernant l'explication, l'explication de cette évolution de l'institution de la famille. Et afin d'approfondir toutes ces idées, veuillez alors consulter le cours intégral sur la plateforme. Sans doute donc vous aurez donc plus d'idées qui vous expliquent encore cette relation qui peut être, ou bien qui peut être représentée en tant que relation compliquée, c'est-à-dire la relation du social avec la technique, avec le développement et ainsi de suite. Et avec bien sûr l'émergence de la propriété privée. Donc, ce sont des idées à approfondir et ces idées sont présentes dans le cours sur la plateforme. Donc, le deuxième point concernant toujours les théories anciennes, donc ça concerne les théories anciennes donc, qui expliquent l'institution de la famille, donc ça concerne Émile Durkheim et Marcel Mauss.
Donc, rappelons que la famille, pour Émile Durkheim, n'est pas le groupement naturel, comme on l'a déjà évoqué lors de la première séance. C'est au contraire une institution sociale. Qu'est-ce qu'on entend alors une institution sociale? C'est une institution produite par des causes sociales, puisqu'une règle fondamentale de Durkheim est d'expliquer tout fait social par une cause sociale. Donc, avec Émile Durkheim, on pousse encore l'analyse en avant hein, en se basant sur le social. Donc, d'autre part, la famille conjugale fondée sur le mariage, l'Usra al-Zawajiyya, fondée sur le mariage, est pour Durkheim le terme d'une évolution politique, économique, aussi bien que juridique et sociale. Donc c'est une production, si vous voulez. Hein? C'est le produit de cette évolution politique, économique, aussi bien que juridique et sociale, au cours de laquelle la famille se contracte, à mesure que le milieu social avec lequel chaque individu est en relation immédiate s'étend davantage. Donc, là, il est clair comment le social affecte l'institution de la famille, comment il peut impacter ou bien influencer la structure de la famille. Donc, à cet égard-là, on va se référer, ou bien on va aller chez Marc Bloch, afin d'approfondir cette idée-là concernant la famille conjugale du point de vue historique. Donc, d'après l'historien français Marc Bloch, avant le IXe siècle, la famille conjugale de fait, donc il a imposé, il a donc défini la famille conjugale en tant que famille conjugale de fait. Donc, cette famille conjugale de fait, c'est-à-dire qui est présente sur le plan de la réalité sociale, était la norme en Gaule, c'est-à-dire la région de l'Europe de l'Ouest. L'État était assez puissant pour protéger, assez puissant, n'est pas plus puissant, donc il était moins puissant pour protéger les personnes et les familles individuelles. Aussi, l'individualisme apparaît dans la législation familiale. Donc, c'est le volet, si vous voulez, eh bien, avec l'État, lorsqu'on parle ou bien on évoque un État fort et un État faible, ou bien moins puissant, donc c'est le volet politique. Et quand il s'agit de la législation, c'est le volet juridique. Hein? Donc, c'est le volet juridique, en quelque part. Donc, il pourvoit des explications de cette évolution-là, ou bien de cette relation entre la famille et la société, ou bien entre la société et la structure de la famille. Et au 8e et au 9e siècle, il était possible de disposer de ces biens par testament, c'est-à-dire un pouvoir qui se perd, c'est un pouvoir qui se perd au 11e siècle dans toute l'Europe, excepté en Italie et en Espagne. Et le 9e siècle marque le début d'une époque caractérisée par les grandes invasions des musulmans, des Hongrois et des Scandinaves, auxquelles succèdent les guerres privées. Et le pouvoir d'État central devint trop faible. Donc, face à ces guerres-là, à ces invasions, hein, plus particulièrement, donc, on s'y trouvait face à un État central faible. Hein. Faible en quoi? Faible principalement en matière de la protection des personnes et les familles des exactions et des envahisseurs. تجاوزات المهاجمين أو les envahisseurs. Donc, le danger général encouragera la concentration de la population. Les individus ont pris conscience de leur lien avec les groupes locaux qui pouvaient les aider. Et au sein de ces derniers, le groupe de parents occupa alors une place privilégiée. Donc,
en quelque sorte, le politique explique ici donc cette institution, ou bien les transformations et les modifications qui ont affecté cette institution sociale qui est la famille. Et dès lors, l'individu s'identifia à sa parenté et la famille conjugale fait place à la famille étendue. Donc de temps en temps, la famille étendue perd de la place au profit bien, en faveur de la famille conjugale. Et d'après Marc Bloch, celle-ci persista durant la période féodale du Xe à la fin, jusqu'à la fin du XIIe siècle et gagna une extension dans toutes les classes sociales. Donc la solidarité économique était très accentuée au Xe, XIe et XIIe siècle. Et donc les dons, ou bien les successions ou les dons portant sur la propriété individuelle ne pouvaient se faire que si la personne obtenait le consentement de ses parents. Là, donc, c'est le développement économique, ou bien le développement économique qui explique en quelque sorte cette consolidation de la famille conjugale de fait. Il fallait, dans ce cadre-là, obtenir l'autorisation du plus grand nombre possible de parents, car la famille étendue se sentait diminuée quand une propriété lui échappait. Donc, c'est la propriété, ou bien pour garder la propriété privée, donc on doit alors faire une concession envers cette famille étendue. Donc c'est ce qui donne de la force et de la puissance à cette famille étendue, à la parenté en général. Donc la contraction de la famille étendue est accélérée par l'intervention de l'État. Donc l'État a joué sur la métamorphose, si vous voulez, de la famille. C'est-à-dire, il a voulu passer d'une famille étendue à une famille contractée, à une famille conjugale. Donc il a limité, c'est-à-dire l'État, a limité l'étendue de la parenté qui a le droit de participer au vendetta, aux conquêtes, le ghazawat, et réforme la loi pénale. Donc l'État impose à cet égard-là également la transmission du nom de famille du père afin de faciliter le travail de la police et de l'administration. Donc ça, avec cette idée-là, on a alors, on comprend comment on porte à l'ère actuelle, ou bien comment les individus de la même famille portent le même nom de famille. Donc ça a été alors donc dicté par ce climat-là politique et social. Voilà. Et enfin, l'État décrète l'autorité du père dans la famille conjugale en vue de renforcer sa propre domination sur les individus et les familles. Donc, il a renforcé, c'est l'État, c'est-à-dire un facteur extérieur qui consolide donc ce type-là de famille, c'est-à-dire la famille conjugale. Donc, ce sont des facteurs extérieurs, et ces facteurs, au sens durkheimien, ce sont des causes sociales. Et cette fois-ci, ces causes sociales donc, viennent de l'État, viennent du politique, viennent de l'extérieur. Et parce que l'État est assez fort pour protéger les individus et les familles conjugales, il s'efforce d'émanciper ces dernières de l'attitude de la famille étendue et du groupe féodal. Donc c'est encore une autre idée qui explique donc cette intervention de l'État dans la structure de la famille. Mais comment Marcel Mauss, c'est le cas, comment Marcel Mauss alors
a pu donc donner une autre définition, surtout de la famille conjugale. Donc, elle a fait une remarque, c'est que la famille conjugale, de fait, existe partout. Donc, ce n'est pas un phénomène, ou bien un fait dicté par ces transformations-là. Mais, de son point de vue, la famille conjugale, de fait, existe partout et existait toujours. Donc, les individus savent toujours qu'il est leur père véritable et qu'il est leur mère véritable. Et les distinguent encore après la mort de ceux-ci. Donc les relations d'affection et autres sont toujours plus étroites entre parents et enfants véritables. Mais la famille conjugale, en droit, est rarement reconnue. Donc rarement reconnue. Donc ce qui est nouveau ici chez Marcel Mauss, c'est la famille conjugale en droit. La famille, en parallèle à la famille, ou bien par rapport à la famille conjugale de fait. Donc il y a la famille conjugale de fait qui existe partout, qui existe toujours, et la famille conjugale en droit, c'est-à-dire réglementée du point de vue juridique. Donc elle est rarement reconnue. Donc c'est une remarque importante de Marcel Mauss vis-à-vis de la transformation et l'évolution de la structure de la famille. C'est ainsi que Marcel Mauss alors distingue la famille conjugale de fait de la famille de droit. Et c'est une distinction qui n'apparaissait pas encore chez Durkheim. Donc, Durkheim, il a parlé de la famille conjugale de fait. Donc, Mauss constate que le plus souvent, il y a coexistence de fait de la famille conjugale et de la grande famille indivise. Là aussi, une autre remarque importante de Marcel Mauss. Donc, c'est la famille conjugale néglige pas la présence de la famille indivise ou bien étendue, mais que la famille conjugale de fait existe depuis l'Antiquité. Donc, c'est la famille étendue et plus ancienne, la famille conjugale de fait l'est aussi. Donc, elle existe depuis l'Antiquité. Donc, ce n'est pas la famille conjugale de fait, ce n'est pas vraiment un nouveau phénomène, mais elle est ancienne. Voilà donc brièvement des idées concernant alors les penseurs ou bien les sociologues et les anthropologues qui ont alors traité la thématique de la famille dans ce cadre des théories anciennes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur les théories contemporaines? Donc, les théories contemporaines, ça, Lévi-Strauss, l'anthropologue, le grand anthropologue, bien entendu, français Lévi-Strauss, est parmi les théoriciens, les grands théoriciens, qui ont abordé alors la thématique de la famille par rapport donc aux processus sociaux. Donc lui, comme Durkheim, il conçoit la famille comme le résultat de l'organisation sociale. Donc, elle partage avec Durkheim le même point de vue. Il n'y a pas alors pour Strauss d'institution ou de forme de la vie sociale qui soit limitée à l'instinct biologique. C'est-à-dire la caractéristique de l'homme est de structurer et d'organiser le donné, et non pas de se soumettre à de tendances naturelles ou innées. Donc c'est la part, donc le rôle de l'individu, de l'homme, est essentiel dans la formulation et la formation de n'importe quelle organisation sociale. Et donc, Lévi-Strauss a essayé alors d'expliquer
cette relation-là qui existe entre la famille en tant qu'organisation sociale et la société par un acte ou bien une règle essentielle. Cette règle n'est que la règle de la prohibition de l'inceste, donc qui est la première règle d'organisation sociale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la prohibition de l'inceste? Donc, c'est l'homme primitif a bâti un premier essai d'organisation sociale en divisant ses parents en deux groupes. Donc, c'est l'explication de la prohibition de l'inceste. Donc, l'homme primitif a divisé ses parents en deux groupes. Ceux qui sont susceptibles de lui fournir un conjoint et ceux qui sont prohibés comme conjoints possibles. Donc ça, c'est le premier choix essentiel pour l'homme primitif. Et c'est à partir de cette dichotomie, cette séparation, que se structure un premier type d'échange social entre les hommes basé sur la réciprocité. Donc, il a conçu l'échange social entre les hommes à travers la femme, ou bien le support de cet échange social était alors était la femme. Car d'après Strauss, la prohibition de l'inceste n'est elle-même qu'un cas particulier de la règle de réciprocité, c'est-à-dire la prohibition. Pour lui, il dit la prohibition de l'inceste comme l'exogamie, qui est son expression sociale élargie, est une règle de réciprocité. Donc lorsqu'on parle, ou bien l'homme primitif, à travers cette règle de la prohibition de l'inceste, a visé alors l'exogamie, a visé alors l'instauration du mariage exogamique. Donc, c'est-à-dire un échange qui se fait à l'extérieur de la parenté, de la même parenté biologique. Donc, on cherche alors à élargir donc notre coalition, si vous voulez, sociale, ou bien notre relation avec les autres, donc à travers, ou bien par un outil principal, cette fois-ci, n'est que la femme. L'exogamie était alors un besoin social. Donc c'est une création humaine et une création de la société. Et les structures élémentaires à base d'exogamie caractérisent les sociétés qui ne vivaient que de chasse, de pêche et de cueillette, ou d'agriculture très sommaire, et qui utilisaient sans doute leurs filles pour garantir l'intégrité de leur territoire de chasse, c'est-à-dire en pratiquant systématiquement des alliances avec leurs voisins. Donc on cherche à instaurer la paix vis-à-vis de l'autre pour garder nos intérêts, bien entendu. Surtout pour les sociétés qui ne vivaient que de chasse, de pêche et de cueillette, d'agriculture très sommaire. C'est-à-dire on veut préserver notre espace. Donc, à travers cette règle, la prohibition de l'inceste. Donc, ce sont des structures élémentaires à base d'exogamie. Et d'où l'interdiction d'épouser des parents même fort éloignés. Donc, la priorité était donnée donc au mariage à l'extérieur de la parenté. D'après certains chercheurs, ces populations pratiquent une politique de contrôle démographique dans la famille et une grande stabilité numérique, ni trop peu d'enfants. Donc ça reflète alors une équivalence, cette idée reflète l'équivalence attendue par ces sociétés-là dans cette période-là.
Et ceci expliquerait la très faible densité des parties du monde occupées par les tribus exogames. Par exemple, les tribus exogames qui se trouvent en Amérique indienne, en Australie, la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc c'est-à-dire d'une part, c'est-à-dire comment ces sociétés traditionnelles archaïques donc, ont conçu l'exogamie. Mais que peut-on alors dire à propos du sujet de l'endogamie? C'est-à-dire si l'exogamie est الزواج الخارجي, l'endogamie الزواج الداخلي, que peut-on alors dire de l'endogamie? Donc, contrairement au type premier de structures élémentaires, qui sont alors des structures primaires, il y a des structures endogamiques que l'on peut appeler secondaires. Donc, les structures élémentaires exogamiques, les structures endogamiques secondaires. Ils sont apparus là où s'est produite une énorme modification de l'économie générale des humains. Résultat d'une série presque simultanée d'inventions. Culture du céréales, domestication des animaux, en particulier la vache, les premiers moyens de transport, une vie urbaine, etc. Donc c'est avec ce type de mariage, donc, on est dans une période plus développée par rapport à la première période, c'est-à-dire où l'exogamie représente un choix, représente la paix, ou bien le choix de la paix avec l'autre, avec les autres tribus, avec les autres clans qui sont loin ou bien fort éloignés de nos parents. Et on est, du point de vue développement économique et technologique, dans une phase traditionnelle ou bien archaïque par rapport à la phase où règne l'endogamie, c'est-à-dire les structures élémentaires secondaires. Voilà, donc là, on ne cherche pas forcément à faire une coalition avec les autres. Donc ça, un ensemble d'idées qui relèvent de l'apport principal de Lévi-Strauss surtout. Si on peut récapituler alors ou bien conclure, nous pouvons dire que la règle de la prohibition d'inceste était primordiale pour Lévi-Strauss pour tout traitement de cette relation entre la famille et la société. Et donc, aussi bien que l'exogamie, le terme de l'exogamie et de l'endogamie, avec lui, on a une explication très claire, voire riche, de ce que nous entendons par les deux termes. Voilà donc, brièvement, vous pouvez toujours approfondir ces idées-là, à travers le cours et les références qui se sont mentionnées dans le cours sur la plateforme. Donc, le deuxième et dernier théoricien de la famille, ou bien de cette relation famille-société, donc ce n'est que le sociologue américain Talcott Parsons. Donc, avec ce sociologue-là, qui a étudié principalement la famille américaine, donc on est face à un traitement donc moderne, si vous voulez, ou bien de la famille au sein de la société d'aujourd'hui, la société donc moderne. Donc sa conception vient alors pour nous donner une idée très claire du changement social d'aujourd'hui et de la structure de la famille
hein, qui se contracte de plus en plus dans les sociétés modernes. Et le concept fondamental chez lui, c'est-à-dire chez Talcott Parsons, c'est le concept de différenciation. Donc, tamayuz. Donc, ce concept-là, c'est un concept lié étroitement à l'évolution de la société moderne. Donc, cette différenciation pour Parsons, c'est une... Qu'est-ce qu'on entend, si vous voulez? Qu'est-ce qu'on entend par différenciation? Donc, pour lui, la différenciation est une spécialisation croissante qui conduit les sociétés modernes à créer de nouvelles agences prenant en charge des fonctions autrefois exercées par une agence non spécialisée. Donc, c'est ce qu'on entend alors par différenciation. Donc, la famille n'est pas là dans la société moderne pour jouer ou bien pour reproduire les mêmes rôles de paravant ou bien de jadis, hein, d'hier. Donc, puisque l'évolution de la société moderne se fait et se réalise avec une grande vitesse. Donc, cette vitesse c'est basé sur ce terme-là qui est la différenciation. Et donc les tâches elles-mêmes sont différentes et se sont basées sur la différenciation. Donc la naissance ou bien l'émergence, par exemple, de l'école, donc ça enrichit encore plus la notion ou bien le cadre de l'éducation des peuples et des individus. Donc, cette dernière agence se concentrant de façon plus adéquate sur un nombre plus réduit de fonctions. C'est-à-dire, si on prend le cas de la femme, donc on est face à une agence sociale bien limitée dans ses fonctions. Et il nous donne un très bon exemple concernant ces changements, c'est la différenciation économique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par différenciation économique? Donc, c'est cette différenciation économique qui survint lorsque le groupe familial est tendu, c'est ça, d'être l'agent de la production économique. Donc, dans les sociétés modernes, c'est toujours la famille et la famille étendue principalement, qui était alors liée étroitement à toute production économique et à la transmission, par exemple, de la propriété privée. Mais avec cette différenciation économique, on n'est plus du tout face donc, à cette réalité-là, mais la réalité a changé complètement. Donc, le groupe familial étendu, c'est ça d'être l'agent de la production économique. Donc, on est dans la société moderne avec cette conception de Talcott Parsons, la famille conjugale ou bien la famille nucléaire, plus particulièrement, donc est plus présente par rapport à la famille étendue. Sinon, la famille étendue cesse d'exister. Et c'est la famille conjugale. Alors, il y a la famille nucléaire qui prédomine et qui est là dans cette société. Voilà, je m'arrête là donc avec Talcott Parsons, en espérant alors que ces idées soient bénéfiques pour votre formation. Merci alors et à la séance prochaine.